Dans cet exercice, à l'instant t égale 0, on ferme l'interrupteur. Le condensateur était initialement déchargé et le courant à l'instant t égale 0 égale à 0. Donc nous avons la bobine réelle branchée en série avec le condensateur réel. Donc la bobine réelle, c'est une bobine qui contient la bobine idéale plus une certaine résistance en série. En ce qui concerne le condensateur réel, il est composé de condensateur idéal de la capacité C en dérivation avec une certaine résistance R. Donc ici, nous avons les deux résistances R identiques. Nous avons également le générateur de tension, E, et on pose que la constante du temps, tau, égale L sur R, et c'est la même chose que RC, le produit RC. Et on cherche à établir comment évolue la tension aux bornes de condensateur et le courant qui traverse la bobine. Sachant que ici, donc, le condensateur, il est branché en parallèle avec sa résistance interne. Donc la tension aux bornes de condensateur est la même que la tension aux bornes de la résistance. Donc, déjà, on va considérer, donc nous avons le courant qui est défini, la méthode est la même, donc il faut qu'on introduise les flèches de tension. Pour la bobine, on va prendre la convention de récepteur. Donc si le courant a ce sens-là, la tension aux bornes de la bobine a le sens opposé. La même chose pour la résistance R, donc en convention de récepteur, et je vais marquer UL égale à UR. Ensuite, donc si je vais considérer cette maille-là, nous avons le courant I1 qui commence à traverser la petite résistance, deuxième résistance R, et le courant que je marquais IC qui commence à s'installer dans la branche où il y a le courant, où il y a le condensateur C. Donc la même chose, la flèche de tension que je marquais UR1 contre la flèche de courant. Pour le condensateur, on va appliquer également la convention de récepteur. Donc, je vais garder cette flèche de tension donnée dans l'énoncé. Donc, la tension au bord de condensateur, ça sera U dans ce sens-là. Et sachant que les deux dipôles sont branchés en dérivation, dans ce cas, tout de suite, pour cette petite maille, nous pouvons écrire que UR1 égale à U. Pour prouver cela, nous pouvons toujours appliquer la loi de maille. Donc, je vais marquer ici la maille numéro 1. Je vais choisir le sens de parcours. Donc, UR1 est positif dans ce sens de parcours. Donc, UR1. La tension U au bornes de condensateur s'oppose au sens de parcours, donc moins U, et tout ça égale 0. D'où on voit que UR1 égale à U. En ce qui concerne la flèche sur le générateur de tension, on garde cette flèche de tension est donnée par le fabricant et le courant, après avoir passé ces deux branches-là, donc on récupère le courant I. Pourquoi? Parce que IC en sortant de ce nœud-là, plus I1 en sortant de ce nœud-là, va nous donner le courant I, le courant total. Donc le courant dans cette branche-là est bien I. Toutes les flèches de tension sont présentées, toutes les flèches de courant sont présentées. Et maintenant, je vais appliquer la loi de maille pour la deuxième maille. Et je vais considérer la maille antérieure. Donc, c'est-à-dire que cette maille-là qui passe, voilà, à l'intérieur. Donc, la maille numéro 2. Je vais choisir le sens de parcours, donc, par exemple, comme ça. E positive, moins UL négative, moins UR négative, moins UR1, donc on tourne dans ce sens-là, UR1 négative,
égale à 0. Ensuite, pour compléter, nous avons cette équation-là. Déjà, je vais appliquer la loi d'Ohm. Donc, E moins UL. Pour toutes les résistances, je vais appliquer la loi d'Ohm. Donc, R fois le courant qui traverse cette résistance. Donc, R fois I. Moins R fois I. UR1, donc R1, cette R est traversée par I1. Donc, UR1, c'est RI1. Moins RI1 égale à 0. Pour compléter notre système des équations, donc nous avons l'équation numéro 1, l'équation numéro 2. Et pour compléter ce système d'équations, je vais établir la loi de nœud. Donc pour ce nœud que je vais marquer A, la somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants. Donc le courant entrant, c'est I, et les deux courants sortants, c'est IC et I1. Donc nous avons I égale IC plus I1. Troisième équation. Et vu que dans mon circuit, j'ai le condensateur et la bobine, pour les deux, je vais établir déjà la loi de condensateur et la loi de la bobine. Alors, la loi de condensateur nous dit, c'est que le courant qui traverse ce condensateur, IC, est proportionnel à la capacité de condensateur C, du dt, la variation de la tension au bord du condensateur. Déjà, pour vérifier cette loi, on sait quand le condensateur est chargé entièrement, le courant ne traverse plus ce condensateur, c'est-à-dire que quand le condensateur est chargé, la tension à ses bords ne varie plus. Donc, dans ce cas, du dt s'annule et IC est nul. Donc ça sera mon quatrième équation. Et maintenant, je vais appliquer la loi pour la bobine, c'est l'inverse. Donc c'est la tension au bord de la bobine qui est proportionnelle au coefficient d'auto-induction L et proportionnelle à dI dt, donc la variation de courant qui traverse cette bobine. Et ce sera mon équation 5. Maintenant, je vais former le système des équations. Donc nous avons UR1 qui est là, et UR1 c'est mon RI1. Donc RI1 égale à U. Ensuite, donc E moins UL moins RI moins RI1 égale à 0. Ensuite, I égale à IC plus I1. IC égale C du dt. Et nous avons UL qui égale L di dt. Donc le système de 5 équations. Donc, d'abord, ce qu'on va faire, on va mettre la première équation dans la deuxième et on va mettre l'expression de I qui égale IC plus I1 dans l'équation numéro 5. Je vais réécrire. Donc, E moins UL moins RI moins U. Donc, on remplace notre RI1 par U égale à 0. Ensuite, donc I égale IC plus I1. IC égale C du dt. Et UL égale à L di dt. Donc, je remplace I par la somme IC dt. Donc, d dt, IC plus I1. Et ça sera L dic dt plus L di1 dt. Très bien. Maintenant, mon IC, c'est C du dt. Dans ce cas, donc je vais réécrire ce terme-là. Dans ce cas, L d dt par rapport à IC, donc ça sera C du dt, et ça sera égal à, donc, LC d de U dt carré.
Ici, je rajoute le deuxième terme, donc je vais garder pour l'instant tel quel. Donc, L, DI1, dt. Et mon I1, ici, c'est U divisé par R. Donc, plus L, D, dt. Donc, I1, à partir de cette équation, c'est U divisé par R. Donc, j'obtiens LC d de U dt carré plus L sur R du dt. Donc, je reviens vers mon système des équations. Maintenant, je vais réécrire la première équation en tenant compte l'expression de UL par rapport à U. Donc, on aura E moins UL, donc LC, d de U dt au carré, moins L sur R, du dt, moins RI, moins U égale à 0. Alors, dans cette équation, nous avons exprimé tous les termes par rapport à U, sauf ce terme-là. Donc, il faut que je complète. Donc, je vais rajouter deuxième équation. Donc, IC plus I1. IC, ça sera C du dt. Et I1, je reviens ici, ça sera U sur R. Voilà, donc nous avons le système de 1, 2, 3, 4 équations. Allez, donc je vais transformer mon I en équation qui contient les termes par rapport à U. Donc IC, ça sera C du dt et I1, U sur R. Et maintenant, vu que j'ai le terme RI, je vais multiplier tout par R. Donc, de ce côté-là, de ce côté-là. Et j'obtiens que le terme RI, ça sera RC du dt plus R et R se simplifient U. Donc, mon système de 5 équations s'est réduit en système de 2 équations. Donc, je vais réécrire E moins LC d de U dt au carré, moins L sur R du dt, moins RI, donc moins RC du dt, moins U, et encore moins U. Tout ça égale à 0. Dans cette équation-là, je vais poser tout de suite que mon L sur R, donc les conditions initiales L sur R, égale à R sur C, et tout ça égale à taux. Donc, j'aurai E moins LC d de U dt au carré, moins donc taux du dt, moins taux du dt, donc moins 2 du dt, n'oublie pas taux, moins 2U. Tout ça égale à 0. Donc, nous avons retrouvé l'équation différentielle de l'ordre 2 avec le second membre par rapport à U. Donc, nous avons établi l'équation différentielle du deuxième ordre avec le second membre en U. Maintenant, je vais réécrire cette équation différentielle en la mettant sous sa forme canonique, c'est-à-dire que je vais m'assurer que le facteur devant d2u dt au carré soit égal à 1. Donc, je vais diviser tous les termes par LC. Donc, j'aurai E divisé par LC moins d de U dt au carré. Ensuite, je divise troisième terme pareil par LC. Donc L sur R, LC, du dt, moins, donc le quatrième terme pareil, je divise par LC, du dt, moins 1 sur
LC, facteur de U égale à 0. Donc, L et L se simplifient, C et C se simplifient. Et on va réécrire en mettant le deuxième, troisième et le quatrième terme de l'autre côté, deuxième, troisième, quatrième et cinquième terme, tous les termes négatifs de l'autre côté de l'équation. Donc j'aurai d de u dt au carré, plus, vu que j'ai mis de l'autre côté, donc ça sera 1 sur RC, 1 sur RC, du dt, plus R sur L du dt, plus 1 sur LC fois 2U. Et tout ça va être égal à E sur LC. Maintenant, je vais simplifier cette équation. En fait, je vais utiliser les données de l'énoncé. On sait que la constante de temps est posée pour ce circuit égale à RC, donc taux égale à RC, et égale à L sur R. Donc ici, on voit que le facteur devant le deuxième terme du dt, c'est 1 sur taux. Donc je vais réécrire mon équation d de u dt au carré plus 1 sur taux du dt. Ensuite, donc, le facteur devant du dt, troisième terme, pareil, donc c'est 1 sur taux, donc c'est R sur L, inverse de L sur R. Donc, plus 1 sur taux du dt, plus 2u sur LC égale E sur LC. Donc ensuite, je vais regrouper les deux termes. Donc on voit les deux termes identiques, la somme de deux termes identiques. Donc ça sera d de u dt au carré plus 2 sur taux du dt plus 2u sur LC égale E sur LC. Maintenant, donc, on voit bien que c'est l'équation différentielle de deuxième ordre avec le second membre. Et on va commencer la résolution en mettant donc la solution de cette équation. C'est toujours la solution particulière, donc c'est une constante, plus la solution générale de l'équation homogène. Et l'équation homogène, c'est l'équation différentielle sans second membre. Donc je vais marquer plus solution générale de l'équation homogène. Et d'abord, je vais commencer par la solution particulière. Donc la solution particulière, c'est une constante. Donc si UP, c'est une constante, c'est toujours une constante. C'est un cas particulier. Nous pouvons toujours trouver les tels moments du temps quand UP, donc la tension aux bornes de condensateur, ça sera quelque chose qui ne varie plus. Donc, U particulier, donc si c'est une constante, dans ce cas, quand on dérive la constante une fois déjà, donc c'est 0, on dérive 0, donc c'est 0, c'est-à-dire que les deux termes ici vont s'annuler. Et on aura, donc il nous reste troisième terme, de U particulier sur LC égale E sur LC. Donc on voit que U particulier, donc ça sera E divisé par 2. Ensuite, maintenant il faut trouver la solution générale de l'équation homogène. Donc déjà, on va réécrire cette équation sans second membre. Donc comme ça, on aura l'équation homogène. D de U dt au carré plus 2 sur taux du dt plus 2 sur LCU égale à 0. Alors, la solution générale, donc ça c'est U général. Donc je vais marquer partout U général. La solution générale, on va chercher
sous la forme A, c'est une constante, exponentielle moins lambda t. Donc, ici, nous avons déjà la première dérivée. Donc, il faut qu'on dérive une fois. DUG dt, donc égal A, c'est une constante. On dérive l'exponentielle, donc on aura moins lambda. Donc, on aura moins lambda A exponentielle moins lambda t. Dans l'équation, nous avons également le dérivé seconde, donc d de u g dt au carré. Donc, on dérive deuxième fois. d de u g dt au carré égale. Donc, on dérive cette expression. Donc, lambda constante, a constante. Nous avons uniquement l'exponentielle qui dépend du temps. Donc, on va dériver à nouveau cette exponentielle. Et quand on va dériver cette exponentielle par rapport au temps, on aura à nouveau moins lambda. Donc, moins lambda fois moins lambda, ça va nous donner donc lambda au carré avec le signe plus a exponentielle moins lambda t. Je vais injecter ces deux expressions dans mon équation et j'aurai donc lambda au carré a exponentielle moins lambda t plus 2 sur tau fois moins lambda a exponentielle moins lambda t plus 2 sur LC UG, donc A exponentielle moins lambda t. Et tout ça égale à 0. Donc, A, c'est une constante, mais qui est dans le cas général et non nulle. Donc, nous pouvons simplifier cette constante. Exponentielle, pareil, donc est non nulle. Donc, nous pouvons simplifier. Et il nous reste donc lambda au carré moins 2 lambda sur tau plus 2 sur LC égale à 0. Donc nous avons retrouvé l'équation caractéristique de cette équation différentielle. Et maintenant, il faut qu'on résout cette équation de second degré. Alors, on aura deux solutions. Donc, déjà, on va chercher le discriminant. Donc, b au carré, donc on aura 4 sur tau au carré, moins 4 au AC. Donc, 4, A égale à 1, et C, c'est 2 sur LC. Donc, ça sera, je vais factoriser par 4, donc 1 sur tau au carré, moins 2 sur LC. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le signe de discriminant. Parce qu'en fonction de signe, c'est positif, c'est négatif ou peut-être c'est nul, on aura tel ou tel régime transitoire. Donc, si le discriminant est positif, nous sommes dans le régime apériodique. Si le discriminant est négatif, nous serons dans le régime pseudo-périodique. Et si le discriminant est nul, dans ce cas, nous avons le régime critique. Donc, il faut qu'on analyse le signe de cette expression. Et pour cela, ce que je vais faire, donc je vais réécrire 1 sur tau au carré moins 2 sur LC. Et je vois que, par exemple, mon taux dépend de R et C, dépend de L et R. Donc, ici, dans le deuxième terme, j'ai déjà L et C. Donc, ce que je vais faire, je vais multiplier par R, et pour rien changer dans l'égalité, je vais diviser par R. Et maintenant, donc j'ai déjà, dans le dénominateur, le produit CR. Donc, c'est mon taux. Donc, je vais réécrire 1 sur tau au carré, moins 2R sur L fois taux. Donc, j'ai déjà taux. Ensuite, mon taux, c'est également L divisé par R. Donc, ici, pareil, j'ai L divisé par R. Donc, j'aurai dans le dénominateur un deuxième taux. Donc, je vais réécrire. Ça sera 1 sur taux au carré moins 2 sur taux
au carré. Donc, j'aurai le discriminant qui est négatif et qui est égal, donc qui sera proportionnel à moins 1 sur tau au carré. Donc, le discriminant, ça sera, on n'oublie pas le facteur 4, moins 4 sur tau au carré. Donc, nous sommes dans le régime pseudo-périodique, c'est-à-dire qu'on va observer des pulsations et je vais réécrire ce discriminant en utilisant l'unité complexe J. Donc, je vais poser que J au carré égale moins 1. Donc ici, j'aurai 4J au carré divisé par tau au carré. Donc le discriminant est bien négatif. Donc, le discriminant est négatif. Donc il s'agit de régime pseudo-périodique. Donc périodique. On va observer les pulsations et la solution générale de cette équation homogène dans le régime pseudo-périodique est définie donc comme UG égale la constante A fois exponentielle moins sigma t fois sinus oméga t plus phi. Donc, sigma, c'est le coefficient d'amortissement. Ça dépend des pertes énergétiques dans le circuit. Et nous pouvons tout de suite connaître ce facteur d'amortissement par la lecture de cette équation différentielle de deuxième ordre. Alors, l'équation différentielle de deuxième ordre, sous sa forme canonique, si je vais réécrire, donc ce sera dans le cas général d2x dt au carré, plus le facteur devant deuxième terme de la première dérivée de notre fonction, ça sera toujours 2 fois le coefficient d'amortissement, dx dt, plus, et le facteur devant le troisième terme, ça sera oméga 0 au carré, donc x égale à 0. Où oméga 0, c'est la pulsation propre du système, en absence de tous les amortissements. Donc, le facteur devant première dérivée, c'est toujours 2 fois le facteur d'amortissement. Donc, dans notre cas, 2 fois le facteur d'amortissement, 2 sigma, c'est 2 sur tau. Donc, sigma, c'est 1 sur tau. Et nous avons retrouvé cette solution générale de l'équation homogène. Donc, A moins exponentielle moins t sur tau, sinus de oméga t plus phi. On a trouvé la solution générale, nous avons la solution particulière, donc on va combiner les deux. Donc U égale E sur 2 plus A exponentielle moins t sur tau sinus oméga t plus phi. Et maintenant, il faut qu'on trouve, à partir des conditions initiales, donc la constante A et la phase phi. Alors, 2 constantes. Il nous faut 2 conditions initiales. Donc, première condition, c'est qu'à l'instant t égale 0, le condensateur il est déchargé. Donc, à l'instant t égale 0, le condensateur il est déchargé et la tension à ses bornes est nulle. Deuxième terme, donc si la tension à l'instant t est 0, donc du dt égale à 0. Donc il y a toujours la deuxième condition, si nous avons 2 constantes, et cette deuxième condition, c'est mieux d'utiliser toujours la dérivée de la tension aux bornes de condensateur. Pourquoi? Parce que la tension aux bornes d'un condensateur varie toujours continuellement. Elle est toujours continue. Il n'y a pas de discontinuité dans la tension. Donc, avant de poser cette deuxième condition, il faut qu'on dérive déjà du.
du par rapport au temps. Donc, il faut qu'on calcule du dt. Donc, on dérive par rapport au temps. Donc, e sur 2, c'est une constante. Ici, a, c'est une constante. Et nous avons le produit de deux termes qui dépendent du temps. Donc, il faut appliquer la formule v fois u. Donc, la dérivée de produit, ce sera v' u plus u' v. Donc, on dérive d'abord exponentielle. Donc, ça sera moins 1 sur taux. Exponentielle moins t sur taux. Sinus oméga t plus phi. Plus, maintenant, on dérive le sinus. Donc, nous avons l'exponentielle qui reste. La dérivée de sinus, c'est le cosinus. Oméga t plus phi. Et après, on dérive oméga t plus phi par rapport au temps. Donc, il faut multiplier par oméga. Donc, nous avons deux équations. Et maintenant, on va poser que à l'instant t égale 0, donc u égale à 0. Donc, 0 égale e sur 2 plus a. Exponentielle de 0, c'est 0. T égale 0, donc on aura juste sinus de phi. Deuxième condition, du dt, donc la tension varie de façon continue, donc 0 égale donc moins 1 sur taux, exponentielle de 0 vaut 1, sinus de phi, plus exponentielle de 0 vaut 1, oméga cosinus de phi. Donc, nous avons le système de deux équations et deux inconnus. Alors, ce que je vais faire, je vais multiplier la première équation par 1 sur taux. Donc, ici, je vais multiplier par 1 sur taux. Et deuxième équation, je vais multiplier par a. Et après, je vais faire la somme de ces deux équations. Donc, on va réécrire. On aura donc première équation, je multiplie par 1 sur taux. Donc, on aura 0 égale e sur 2 fois 1 sur taux plus a sur taux sinus phi. Et deuxième équation, je vais multiplier par a. Donc, j'aurai 0 égale moins 1 sur taux a sinus phi plus oméga a cosinus phi. Et maintenant, je vais faire la somme de ces deux équations. Donc, j'aurai e sur 2 taux plus a sur taux sinus phi moins a sur taux sinus phi plus oméga a cosinus phi, tout ça égale à 0. Donc, deuxième et troisième terme se simplifient et il nous reste e sur 2 taux égale à oméga a cosinus phi. Donc, oméga a cosinus phi égale moins e sur 2 taux. Et cosinus phi, dans ce cas, égale moins e sur 2 taux fois 1 sur oméga a. Maintenant, je vais revenir vers mon première équation. Et à partir de première équation, je vais exprimer sinus phi. Donc, sinus phi égale moins, donc ici, e sur 2 divisé par a. Donc, j'ai l'expression de cosinus, j'ai l'expression de sinus. Maintenant, je vais appliquer la formule trigonométrique que cosinus au carré phi plus sinus au carré phi égale à 1. Donc, cosinus au carré, donc ça sera
E carré sur 4 tau au carré, 1 sur oméga carré A au carré, plus deuxième E carré sur 4 A au carré, tout ça égale à 1. Et maintenant, on va résoudre cette équation pour retrouver première constante. Donc, première constante A. On va mettre tout sous le même dénominateur. Donc, déjà 4, on va passer de l'autre côté. Donc, je vais factoriser E au carré sur 4. Je vais factoriser par E au carré sur 4. Donc, j'aurai 1 sur tau carré oméga carré A au carré plus 1 sur A au carré égale à 1. Donc en fait, j'ai pu même factoriser par E carré sur 4A au carré. Donc je vais mettre sous le même dénominateur, je vais multiplier le deuxième terme par T au carré oméga au carré. Donc j'aurai E au carré sur 4A au carré fois, donc ici 1 plus, je multiplie tau au carré oméga au carré sur tau au carré oméga carré égale à 1. D'où donc 4a au carré, donc je vais mettre de l'autre côté, fois tau au carré oméga au carré égale à e au carré, facteur 1 plus tau au carré oméga au carré, et a au carré d'abord, ça sera e au carré, 1 plus tau au carré oméga au carré, divisé par 4 tau au carré oméga au carré. Et notre constante a, finalement, je calcule la racine carrée, ça sera e, racine 1 plus tau au carré oméga au carré, sur 2 tau oméga. Donc, première constante, nous avons trouvé. Donc, nous avons déjà notre constante A. Et maintenant, donc, on peut, par exemple, calculer sinus de phi à partir de cette équation. Donc, sinus phi, ça sera moins E divisé par 2 fois 1 sur A. Donc, on va retourner. Donc, ça sera 2 tau oméga sur E racine 1 plus tau au carré oméga au carré. Donc E, 2 se simplifie et nous avons trouvé que sinus phi égale à moins tau oméga divisé par racine 1 plus tau au carré oméga au carré. Et notre phi, ça sera arc sinus de cette valeur-là. Arc sinus de l'argument qui est négatif, ça sera moins arc sinus. Donc, ça sera moins arc sinus de tau oméga sur racine 1 plus tau au carré oméga au carré. Donc, nous avons trouvé deuxième constante, notre phi. Et maintenant, on va réécrire notre solution. Donc, la tension aux bornes de condensateur, U égale E sur 2, plus, donc la constante A, elle est là, donc E sur 2, racine 1 plus tau au carré oméga au carré, donc sur tau oméga, exponentielle moins t sur tau fois, donc je vais continuer ici, sinus oméga t moins, donc arc sinus de tau oméga sur racine 1 plus tau au carré oméga au carré. Donc on a mis tout dedans. Donc nous avons trouvé la tension aux bornes de condensateur. Maintenant, si on souhaite trouver le courant
qui traverse le condensateur, il suffit juste à dériver l'expression de U en fonction du temps. Donc ici, c'est la première formule. Mais en fait, donc, même sans cette formule-là, nous avons déjà dérivé l'expression du dt par rapport au temps, quand on a cherché les constantes. Donc, il suffit juste de remplacer ici phi par son expression. D'accord, là. Donc, on va tout de suite écrire que le courant qui traverse le condensateur, donc IC, donc c'est C du dt. Donc, IC égale C du dt. Donc, je vais réécrire maintenant cette expression du dt que nous avons trouvée. Donc, ça sera, je vais écrire là pour avoir plus de place. Donc, ça sera C moins 1 sur tau exponentielle moins t sur tau sinus oméga t plus phi. Je ne vais pas mettre dedans phi parce que déjà l'expression ça sera trop lourd. Donc je connais phi là, donc je peux toujours injecter phi dedans. Donc plus exponentielle moins t sur tau cosinus oméga t plus phi fois oméga. Donc je connais le courant IC. Le courant IC est déterminé là. Maintenant, pour retrouver le courant I1 qui traverse la résistance R, donc I1 c'est la tension, donc R I1 c'est la tension U, donc I1 ça sera U divisé par R. On connaît U, donc il suffit juste à diviser par R. Donc I1 ça sera U divisé par R. Donc toute cette expression-là, il faut diviser par R. Donc je vais réécrire. Donc 1 sur R. Et pour simplifier l'expression, donc je vais laisser E sur 2. Je connais que ma constante A, donc c'est tout ça. Donc je vais laisser la constante A juste pour simplifier l'expression. Moins E sur T sur tau fois, donc je vais mettre ici, sinus oméga t plus phi. Donc j'ai bien mis plus phi parce qu'en fait dans l'expression phi nous avons déjà un signe moins. Donc on connaît le courant IC, on connaît le courant I1 et maintenant nous pouvons retrouver le courant I en appliquant la loi de Neu. Donc I c'est IC plus I1. Donc la somme des deux, I égale IC plus I1. Égale, donc IC c'est toute cette expression-là, I1 c'est toute cette expression-là, donc il faut mettre tous ensemble. Donc C moins 1 sur tau, exponentielle moins t sur tau, sinus oméga t plus phi, plus exponentielle moins t sur tau, cosinus oméga t plus phi fois oméga, plus, je continue maintenant avec I1, donc c'est 1 sur R, E sur 2, plus A qui est défini ici, exponentielle moins t sur tau, sinus oméga t plus phi. Donc l'expression qui est grande, qui est un peu lourde, mais nous avons trouvé